Je m'appelle Élodie Dubois, et j'avais 34 ans lorsque mon père a levé son verre au dîner du dimanche et a décidé qui comptait dans notre famille. Le rôti était déjà à moitié parti, la même coupe sèche que ma mère insiste à faire chaque semaine. Le même petit discours forcé flottant au-dessus de la table comme un bruit de fond. Je buvais mon vin lentement, non pas parce que j'en voulais, mais parce que je sentais déjà que quelque chose se préparait. Ma mère avait agi étrangement tout l'après-midi, voletant dans la cuisine comme si nous attendions la royauté au lieu d'une autre version du même repas, des mêmes petits pains, des mêmes attentes silencieuses. Camille était assise en face de moi, la posture relâchée, l'assiette à peine touchée, les ongles fraîchement faits. Elle avait donné une autre vague mise à jour sur sa recherche d'emploi plus tôt, quelque chose à propos de « faire le point » et d'entendre les mêmes phrases qu'elle recyclait depuis des années. Personne ne la contestait. Personne ne le faisait jamais. Mon père s'est levé à mi-chemin du repas. Il a cette manie de s'imaginer comme une sorte de patriarche sage, prononçant des discours sincères comme si nous étions tous des personnages dans un téléfilm. Il s'est éclairci la gorge, a levé son verre et a regardé directement Camille. « À votre sœur » a-t-il dit, marquant une pause pour les faits. Notre véritable pourvoyeuse. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé autour de la table, m'attendant à moitié à ce qu'une autre sœur se matérialise. Camille a souri lentement, comme si on venait de lui remettre quelque chose qui lui était dû. Ma mère a tapoté le coin de sa bouche avec une serviette, les yeux brillants comme s'il s'agissait d'un moment de fierté. J'ai regardé l'assiette de Camille, puis ses mains, puis le souvenir de mon application bancaire s'illuminant au fil des ans avec des frais qui n'étaient pas les miens. J'ai posé ma fourchette avec précaution et j'ai souri. Génial, ai-je dit. Alors elle peut subvenir à ses besoins ce mois-ci. Ma participation se termine aujourd'hui. La table est devenue silencieuse. La bouche de Camille est restée ouverte. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je rigole après, comme si je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Ma mère s'est penchée et a chuchoté, « Ne fais pas de scène. » Je n'en fais pas, ai-je dit en me levant. Je fais une sortie. J'ai pris mon sac et je suis sorti sans regarder en arrière. J'ai entendu le grincement d'une chaise derrière moi, mais personne n'a suivi. C'est à ce moment-là que j'ai su que je les avais choqués au point de les réduire au silence, ce qui est rare dans ma famille. Ce qu'ils n'ont pas dit à ce dîner importait plus que ce qu'ils ont dit. Camille n'a pas eu de vrai travail depuis 5 ans, pas depuis l'université. Tout ce qu'elle a essayé dure 3 mois tout au plus, mais elle n'est jamais à court d'argent, loyer, courses, paiement de voiture, voyages, urgences qui ne finissent jamais. Au début, il s'agissait juste d'intervenir. Puis c'est devenu une attente. Mes parents aidaient, bien sûr, mais à peine. Leur version de l'aide consistait à m'appeler et à me demander si je pouvais, juste gérer cette chose. Ce qui faisait mal, ce n'était pas l'argent. C'était le mensonge dans lequel ils avaient tous accepté de vivre, que Camille essayait, qu'elle traversait une période difficile, que le monde ne l'avait juste pas encore reconnu. Camille ne voulait pas travailler. Elle voulait être adorée pour ne rien faire, et elle obtenait exactement cela, avec des intérêts. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement, rejouant les dernières années, vacances annulées, transferts inattendus, réparation de maison qui se transformait en renflouement par carte de crédit, son vol pour Santorin l'été dernier. Le matelas dont elle raffolait, tout cela était à moi. J'avais laissé faire parce que je pensais que cela me rendait responsable, fiable, bonne. Ce toast a brisé cette illusion. Le lendemain matin, je me suis mise au travail. Je n'étais pas en colère. J'étais efficace. J'ai transféré le bail de l'appartement de Camille à son nom, où j'ai essayé. Elle n'était pas admissible. C'est pourquoi j'avais co-signé. Alors, à la place, j'ai soumis un avis de déménagement et j'ai programmé une inspection finale, 30 jours. Ensuite, j'ai annulé les services publics. Tous, eau, électricité, Wi-Fi. Parti. J'ai bloqué chaque prélèvement automatique inconnu. Il s'est avéré que Camille utilisait toujours mon Amazon Prime, Uber Eats, même mon abonnement familial Spotify. Elle l'a remarqué rapidement. Et, il y a un problème avec l'électricité, a-t-elle envoyé par SMS. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, tu as annulé Internet? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toujours rien. Cette nuit-là, ma mère a appelé 2 fois. J'ai regardé le téléphone sonner et se taire.
À la fin de la semaine, mon silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Mais je ne faisais que commencer. Camille n'a plus contacté après la coupure de courant, du moins pas directement. Au lieu de cela, elle a pivoté comme elle le faisait toujours lorsque la réalité se pressait trop près, elle est allée en public. Ses stories Instagram se sont transformées en écran noir avec du texte blanc, vague assez pour éviter la responsabilité, mais assez spécifique pour appâter la sympathie. Certaines personnes ne t'aiment que lorsque tu es utile. La croissance fait mal. La trahison vient des plus proches de toi. Je les ai regardés sans réagir, la laissant échauffer le public avant que la performance ne commence réellement. Mes parents ont intensifié les choses à leur manière. Maman a laissé un message vocal faisant semblant que tout allait bien, demandant si je venais à l'église dimanche, comme si j'allais me glisser dans le banc à côté d'elle et acquiescer comme si nous n'avions pas juste fait détonner des années de silence. Le lendemain, elle a rappelé, cette fois en pleurant, de vrais sanglots, disant que je déchirais la famille, que Camille était fragile, que ce n'était pas qui j'étais. Je n'ai pas décroché. Je connaissais trop bien le scénario pour confondre émotion et responsabilité. Papa a tenté la logique, ou du moins sa version. Il a envoyé un long courriel présenté comme une proposition, avec des points et tout, décrivant les façons invisibles dont Camille contribuait à la famille, valeurs émotionnelles, énergie créative, inspiration. Il a utilisé des phrases comme « contribution non monétaire », écrites avec un sérieux absolu, comme si la croyance seule pouvait payer le loyer. Le lire donnait l'impression de jeter un coup d'œil derrière le rideau d'une illusion partagée. Ils croyaient vraiment qu'elle était une pourvoyeuse parce qu'elle leur donnait une raison de continuer à espérer qu'elle changerait. Cette croyance n'a pas commencé à l'âge adulte. Elle nous a été inculquée tôt. Quand je ramenais des notes parfaites, ils disaient que j'étais responsable. Quand Camille finissait à moitié un projet artistique, ils disaient qu'elle était douée. Quand j'ai acheté ma première voiture, ils m'ont prévenu de ne pas la lui frotter au nez. Quand Camille a mis la sienne à la casse, ils ont dit qu'elle traversait une période difficile. Le schéma n'a pas évolué en grandissant. Il est juste devenu plus coûteux. Une semaine après le dîner, Camille a finalement envoyé un autre SMS, cette fois doucement et prudemment. « Et, je sais que tu es en colère, mais on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Celle-là m'a fait rire. J'ai failli taper une liste. Au lieu de cela, j'ai passé un autre appel, l'unité de stockage. Elle était à mon nom. J'avais payé le dépôt et les frais mensuels pendant près de 2 ans. Elle contenait ses fournitures artistiques, principalement des ensembles de peintures non ouverts, et des meubles à moitié cassés qu'elle prétendait rénover. J'ai mis fin au contrat et je leur ai dit de jeter tout ce qui restait si elle ne le récupérait pas dans la semaine. 3 jours plus tard, elle s'est présentée à mon immeuble sans prévenir. Elle a sonné à l'interphone encore et encore comme si le volume seul pouvait forcer la conformité. Je ne l'ai pas laissée entrer. J'ai regardé de ma fenêtre pendant qu'elle faisait les 100 pas, criait dans son téléphone, appelant probablement nos parents, et s'est finalement enfuie. Cette nuit-là, maman a rappelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé un SMS, « Tu es cruel. » La famille est tout. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, « Alors toi et papa pouvez commencer à traiter Camille comme de la famille, pas comme une petite reine fragile qui a besoin d'un tribut constant. » Je suis parti pour de bon cette fois. Elle n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, le propriétaire de Camille m'a appelé. Apparemment, elle n'avait pas payé sa moitié du loyer, la moitié que je couvrais. Il a mentionné l'expulsion. Je lui ai donné une réponse simple, ce n'est pas mon problème. Le dire à voix haute était comme respirer de l'air frais après des années dans une pièce scellée. À la 3e semaine, tout a commencé à s'effondrer. Pas pour moi, mais pour eux. Camille s'est tue. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'excuses dramatiques. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était en pleine spirale. Elle ne disparaissait que lorsqu'elle était trop gênée pour demander directement ou lorsqu'elle était occupée à réécrire l'histoire pour pouvoir y survivre. Pendant ce temps, maman a mené une campagne discrète, appelant la famille élargie, les amis, toute personne qui voulait écouter. Elle a présenté les choses comme si j'étais stressé au travail, que je n'étais pas moi-même, que j'avais toujours été intense. L'ironie d'accuser la même carrière sur laquelle il s'était appuyé pendant des années ne m'a pas échappé. Ma cousine Sophie m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook que maman avait faite,
une photo de Camille dans leur jardin tenant du thé avec une légende sur le fait de garder ses enfants près de soi, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas réagi. J'en avais fini d'écrire des notes de bas de page pour mes limites. Cette même semaine, j'ai reçu un courriel d'une société de gestion immobilière. Camille m'avait inscrite comme référence pour une demande de location. Il demandait une vérification d'emploi et une confirmation de revenus. J'ai répondu, honnêtement, je ne peux rien vérifier. Elle n'est pas employée et je ne suis pas financièrement lié à elle. Elle n'a pas eu l'appartement. C'est là que la spirale est devenue pleinement publique. Camille a posté une story Instagram de cette diapositive, fond noir, texte blanc, sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes et d'être forcé de se reconstruire à partir de zéro après une trahison. La diapositive 5 a présenté les conséquences financières comme de la violence émotionnelle. J'ai presque admiré la précision. Ce qui a vraiment fait avancer les choses, c'est la voiture, celle qu'elle utilisait indéfiniment. Techniquement, la deuxième voiture de papa. Elle l'a reculée dans une boîte aux lettres 2 jours après être rentrée à la maison. Pas d'assurance. Immatriculation expirée. Amende qui s'accumule. Papa a appelé et a laissé un message vocal me demandant d'intervenir parce que ce serait bon pour la famille. J'ai ri à haute voix et je l'ai bloqué. C'était la première fois que je bloquais mon père. Il n'y a même pas eu d'argument, juste une rupture nette. 2 jours plus tard, maman a envoyé un nouveau courriel. Pas de salutation. Nous faisons de notre mieux. Camille essaie. Tu as fait valoir ton point de vue. Pouvons-nous passer à autre chose? J'ai archivé. Il pensait toujours que c'était une phase, une crise que je finirais par dépasser. Il pensait qu'attendre arrangerait les choses. Le problème, c'est que c'était normal maintenant. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas fatiguée, ni à bout, ni anxieuse. J'allais bien. Mieux que bien. Camille n'allait pas bien, et je ne me suis pas précipité pour la sauver. Le silence n'a pas duré. Il ne dure jamais lorsque les gens perdent la seule chose qui maintient leur monde ensemble. La première fissure est venue de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis près d'1 an, l'ex de Camille, Julien. Son nom s'est allumé sur mon téléphone un après-midi alors que je finissais mon travail, et pendant une seconde, j'ai envisagé de le laisser sur la messagerie vocale. La curiosité a gagné. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Il a demandé si Camille allait bien. J'ai demandé pourquoi il me posait la question. Il a dit qu'elle s'était présentée chez lui la veille au soir en pleurant, affirmant qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle lui a dit que j'avais ruiné sa vie, l'avait coupé sans avertissement, saboté ses chances d'aller de l'avant. Il a demandé si c'était vrai. Je lui ai dit qu'il était libre de croire la version de l'histoire qu'il voulait. Mais je ne m'expliquais plus à des gens qui ne me contactaient que lorsque Camille se présentait en morceaux. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit que la maison avait commencé à le ressentir aussi. Je l'ai remercié pour l'honnêteté et j'ai raccroché. Ce même week-end, ma cousine Sophie est allée rendre visite à mes parents. Elle m'a envoyé un SMS après, une phrase d'abord, puis une autre. Camille traitait l'endroit comme un hôtel, claquant les portes, mangeant toutes les courses, prenant des douches de 2 heures, demandant qu'on l'emmène en voiture, se plaignant constamment de l'injustice de tout. Sophie a dit, ma mère avait l'air épuisée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas inquiète, pas triste, juste usée. Je n'ai pas demandé plus de détails. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement comment cela se déroulait. Camille n'était plus mignonne. Pas quand la fantaisie cessait de fonctionner. Pas quand le château qu'il lui avait construit commençait à prendre feu de l'intérieur. À la 4e semaine, j'ai commencé à entendre des choses de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, d'anciens camarades de classe, d'anciens amis de Camille, même quelqu'un qu'elle avait gardé. Elle appelait partout, disant qu'elle était temporairement déplacée, recommençant après une trahison. Cette phrase revenait sans cesse, après une trahison. Comme si elle avait survécu à quelque chose de catastrophique au lieu d'affronter les conséquences de n'avoir jamais pris ses responsabilités. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas qu'elle réécrivait l'histoire. C'est qui s'est présenté à mon bureau. C'était un mercredi après-midi. J'étais en réunion lorsque la réception m'a envoyé un message pour dire que quelqu'un du nom de Clara attendait. J'ai immédiatement reconnu le nom, l'amie de lycée de Camille, celle qui faisait la fête avec elle,
celle que j'avais surprise en train de voler une paire de boucles d'oreilles dans ma chambre il y a des années quand elles avaient toutes les deux dormi dans mon appartement. Je ne l'avais pas vue depuis. Elle a souri comme si nous étions de vieilles amies et a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes assises dans la salle de pause et elle a sorti un bout de papier. C'était un récapitulatif GoFundMe. Le nom de Camille était en haut. Clara m'a dit que Camille ne mangeait pas, qu'elle luttait, que la famille l'avait coupée émotionnellement et financièrement. Puis elle s'est penchée et a dit la phrase qui a tout éclairci. Elle m'a dit, « Tu fais une dépression nerveuse. » Clara a dit, « C'est pour ça que tu agis comme ça. » Je l'ai fixée. Camille ne m'avait pas seulement peinte comme froide. Elle avait dit aux gens que j'étais instable, surmenée, jalouse, que je me défoulais sur tout le monde parce que je ne pouvais pas gérer la pression. Clara a demandé si j'envisagerais de partager la collecte de fonds, disant que cela pourrait signifier quelque chose venant de moi. Je me suis levé, je lui ai dit que la conversation était terminée, et je l'ai raccompagnée sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai cherché la collecte de fonds, nouveau départ pour une survivante. La description était une performance complète, perte de son domicile, abandonnée par sa seule sœur, ayant besoin d'aide pour se reconstruire. Il y avait aussi des photos, une d'elle sur un banc de parc enveloppé dans une couverture, une d'un sac à dos déchiré et de maquillage renversé. Elle avait récolté 600 €. J'ai reconnu deux des noms, des gens de mon université, des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Je ne l'ai pas signalé. Je n'ai pas commenté. J'ai juste pris des captures d'écran et les ai enregistrées. Je collectionnais des pièces. Maintenant, quelques jours plus tard, un courriel est arrivé de l'avocat de mes parents. Court, poli, stérile. Il demandait une discussion sur la propriété partagée, les futures contributions financières et les obligations de soutien familial. Il n'y avait pas de menace, pas d'exigence, juste l'hypothèse silencieuse que je reviendrais à la table si on me présentait les choses correctement. C'est là que j'ai su que mes parents ne faisaient pas que paniquer. Ils avaient peur. Ils avaient construit leur filet de sécurité autour de mes revenus. Compte d'urgence, refinancement, transfert discret qui maintenait la maison en marche pendant qu'ils prétendaient que tout allait bien. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais je pouvais le voir clairement maintenant. La retraite était une fantaisie. Les investissements de papa s'étaient taris. Les économies de maman pendaient probablement dans le placard de Camille sur des cintres de designer. Je n'ai pas répondu à l'avocat. J'ai plutôt appelé la banque. J'ai retiré mon nom du compte d'urgence partagé qu'ils avaient ouvert il y a des années, juste au cas où. Puis j'ai demandé un audit complet de chaque transaction effectuée à partir de celui-ci au cours des 5 dernières années. Lorsque le rapport est revenu, c'était pire que ce que j'attendais. Séjour à l'hôtel, shopping personnel, trajet au spa, la plupart des frais étaient liés à Camille. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement avec les lumières éteintes, la ville silencieuse à l'extérieur, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. C'était comme si le dernier morceau de ruban adhésif qui soutenait une image de travers avait finalement cédé. Puis Julien a rappelé. Il a dit que Camille s'était présentée à sa porte en riant cette fois. Pas en pleurant, en riant. Elle avait lu le courriel de l'avocat et pensait que cela signifiait que je pliais. Elle lui a dit que je reviendrais une fois que j'aurais réalisé que personne ne me croyait. Je l'ai remercié de me l'avoir dit et j'ai raccroché. Puis j'ai réservé un vol pour Biarritz. Personne ne savait que j'y allais. Personne ne savait pourquoi. Mais mes parents étaient sur le point de le découvrir parce que la maison dans laquelle ils vivaient, celle qu'ils disaient à tout le monde avoir acheté comptant, celle qu'ils traitaient comme une preuve de stabilité, était à mon nom. Et j'en avais fini de laisser des locataires vandaliser l'endroit. La maison à Biarritz était censée être un cadeau. C'est ainsi qu'ils l'ont présenté à l'époque où les choses étaient encore polies, où l'on parlait encore de mon argent avec gratitude au lieu d'un droit. C'était mon idée, non pas parce que j'avais besoin d'une résidence secondaire, mais parce que je croyais que la stabilité était quelque chose que l'on pouvait acheter pour les gens qu'on aimait. J'avais 26 ans, fraîchement sorti de ma première prime à 6 chiffres, naïve assez pour penser que la générosité serait mémorisée. Nous avons signé les documents ensemble. Mon nom est allé sur l'acte. J'ai couvert l'hypothèque. Ils étaient censés gérer les taxes et l'entretien. Ils ont dit qu'ils me rembourseraient. Ils ne l'ont jamais fait. Je n'y étais pas retourné depuis près de 4 ans. Le quartier avait la même apparence,
mais pas la maison. La peinture s'écaillait au coin. La pelouse avait des zones mortes. Le soleil dont il se vantait avait tout usé, sauf la prétention. Je me suis garé dans l'allée et je me suis assise là un instant, la clé à la main, m'examinant. Ce n'était pas une confrontation. C'était une correction. Ils étaient à l'intérieur en train de prendre leur petit déjeuner. J'ai entendu Camille avant de la voir, se plaignant du lait d'amande comme si le monde lui devait de meilleures options. Ma mère se tenait à la cuisinière, le dos tourné. Papa était assis à table en train de faire défiler son téléphone, à moitié éveillé. Personne ne m'a remarqué avant que je ne ferme la porte derrière moi. Camille s'est figée au milieu de sa phrase. Ma mère a sursauté comme si elle avait été prise en faute. Papa s'est levé lentement, la tasse toujours à la main, soudain plus petit que je ne me souvenais. J'ai posé le dossier sur le comptoir. Acte, registre de paiement, date, chaque transfert, chaque remboursement manqué, chaque sauvetage discret est exposé en noir et blanc. Ce n'est pas une conversation, ai-je dit. Ce n'est pas une négociation. Ma mère a commencé à pleurer immédiatement. Le son familier qui arrêtait tout autrefois. Papa a demandé si c'était une blague. Camille a ri en fait, et a dit que je ne le ferais pas. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour quitter la propriété. L'avis formel leur parviendrait par courrier. Les serrures seraient changées le jour 31, qu'ils soient prêts ou non. Camille a jeté sa cuillère dans l'évier et a dévalé le couloir comme une adolescente, la porte claquant. Ma mère a chuchoté quelque chose à propos de la famille. Je n'ai pas écouté. J'ai remis les documents à mon père et je suis sorti. Pas de menaces, pas de cris, juste des faits. J'ai dormi pendant le vol de retour comme un enfant. Les messages ont explosé après cela. Ma mère alternait entre la supplication et la rage. Papa a envoyé de longs paragraphes qui ressemblaient à des discours, lourds d'histoire et légers en responsabilité. Camille a posté une vidéo intitulée « Quand votre propre sang vous trahit », miniature figée sur son visage en pleurs. Je n'ai pas regardé It. Quelqu'un m'a identifié de toute façon. Je n'ai pas répondu. 10 jours avant la date limite de déménagement, le gestionnaire immobilier a appelé. Camille avait essayé de réclamer les droits des locataires. Elle ne les avait pas. Son nom n'avait jamais été sur rien. Elle a menacé d'appeler la police. Je lui ai dit de la laisser faire. Tout était légal. Des amis ont commencé à me transmettre des captures d'écran. Camille disait aux gens que je commettais de la maltraitance des personnes âgées, laissant nos parents sans abri, planifiant une action en justice. J'ai ri et j'ai tout transmis à mon avocat. Cette nuit-là, Camille m'a envoyé un SMS d'une seule ligne. Tu as gagné. J'espère que ça en valait la peine. Ça l'était. Au moment où le boîtier de sécurité a été installé, ils étaient partis. Les déménageurs sont venus. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés. J'ai fait don des vieilleries, les fausses plantes, la vaisselle fêlée, l'ange en céramique que ma mère gardait près de l'évier. Tout était parti. La maison était à nouveau à moi, propre et silencieuse, prête à devenir ce qu'elle aurait dû être depuis le début, un atout, pas un sanctuaire de déni. Après le départ des déménageurs et que la poussière soit retombée, le silence était différent. Pas lourd, pas tendu, juste propre. La maison était vide de la meilleure façon possible, dépouillée de bruit et d'attente. Personne ne demandait rien, personne n'attendait que je répare ce qu'il refusait d'affronter. Je ne me suis pas précipité pour la remplir. Je l'ai laissée ainsi pendant un certain temps, intacte, comme une preuve que quelque chose avait finalement pris fin. De retour à la maison, la vie a continué sans eux. J'ai changé mon numéro de téléphone, fermé d'anciens comptes, mis à jour les contacts d'urgence au travail. J'ai retiré chaque identifiant qui nous liait encore, service de streaming, courriel partagé, même le compte de compagnie aérienne que nous avions tous utilisé pendant des années. Chaque petite coupure semblait moins dramatique que ce à quoi je m'attendais, plus comme du ménage, nettoyer un espace qu'on a dépassé. Mes parents ont atterri dans une chambre d'amis chez le cousin de mon père. Une seule salle de bain, pas de câble. Ma tante m'a dit que ma mère était devenue silencieuse, ce qui était sa version de misérable. Papa a trouvé un travail à temps partiel dans un magasin local. Ils ont dit aux gens qu'ils restructuraient leurs finances. Je les ai laissés garder le mensonge. Je n'avais pas besoin que la vérité soit publique pour me sentir réel.
Camille n'a pas disparu. Elle a juste changé d'hôte. Un cousin m'a envoyé une capture d'écran de sa dernière story, un selfie miroir granuleux légendé, recommencer à zéro ne m'a jamais fait peur. Elle avait emménagé avec un gars qu'elle avait rencontré dans un bar. Quelqu'un avec un tatouage au cou et une planche à roulettes appuyée contre le mur en arrière-plan. Je n'ai pas bronché. Elle n'était pas en train de se reconstruire. Elle se cachait, sautant d'un facilitateur à l'autre, comme elle l'avait toujours fait. Semaines se sont écoulées, puis des mois. Pas de lettres surprises, pas d'excuses déguisées en sagesse, pas de tentative de me ramener. Le calme a tenu bon. Le dernier message que j'ai jamais reçu de ma mère est arrivé un jeudi soir. Pas de salutation, pas de signature, juste une seule ligne, un jour, tu comprendras. Quand tout le monde te quittera, la famille sera tout ce qui reste. Je l'ai fixé, non pas avec colère, mais avec un étrange sens de clarté. Hochement de tête silencieux, soupir de moquerie. Elle avait dit une version de cela toute ma vie. Elle n'a juste jamais compris ce que cela signifiait réellement de partir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je ne me suis pas demandé comment ils allaient. Je n'ai pas attendu que le pire se produise. J'ai cessé de me sentir responsable de ce qui se passait après m'être éloigné. Peut-être qu'un jour l'un d'eux essaiera à nouveau. Un anniversaire, un enterrement, une excuse soigneusement formulée qui semble assez sincère pour tester la porte. Ils attendront longtemps. Je ne suis plus en colère, mais j'en ai fini. S'ils se retrouvent un jour devant ma porte, elle ne sera pas verrouillée par rancune. Elle sera verrouillée parce que je suis déjà parti, et je ne reviens pas.